Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de révision sur l'univers Terre et espace. Premièrement, on peut voir au centre que notre planète Terre, elle est divisée en trois parties. La section lithosphère, où l'on parle du sol, la section hydrosphère, où on parle plutôt de l'eau à la surface de la Terre, et la section atmosphère, où on parle de cette couche d'air qui recouvre notre planète. Nous allons commencer avec la lithosphère. La première chose que nous avons vue dans la lithosphère, c'était le pergélisol. Donc, le pergélisol, c'est une couche de sol qui est gelée pendant au moins 2 années consécutives. On retrouve donc le pergélisol, qui est un sol ayant une température inférieure ou égale à 0, comme je disais, depuis au moins 2 ans, dans les latitudes plus au nord. Sinon, on peut en retrouver aussi au sommet de certaines montagnes. Et donc, quand je vous parlais des latitudes plus au nord, on peut le voir ici sur la carte. On parle surtout du nord de l'Amérique du Nord, donc au nord du Canada, Groenland, la Sibérie et l'Alaska. Son épaisseur est très variable au pergélisol, mais peu importe justement son épaisseur, elle va être recouverte d'une mince couche qu'on appelle le mollisol, qui est une couche qui va dégeler durant l'été, durant une courte période de temps, et ça va laisser place à une certaine végétation de type toundra de pousser, comme on peut l'apercevoir sur l'image ici. Les scientifiques s'entendent pour dire qu'en ce moment, le pergélisol est en train de fondre tranquillement à cause des réchauffements climatiques. Donc, il y a plusieurs impacts, plusieurs conséquences de ça, comme des fissures qui vont se créer dans les routes, des maisons qui vont bouger, se déplacer, des glissements de terrain, principalement du méthane, comme on peut le voir sur l'image ici, qui était emprisonné dans le pergélisol, qui va être libéré dans l'atmosphère et qui va venir encore une fois former un cercle vicieux et augmenter le réchauffement climatique. Donc, plus il y a de méthane qui va se retrouver dans l'atmosphère, plus il va faire chaud, plus il va faire chaud, plus le pergélisol va fondre et ainsi de suite. Pour terminer avec cette section, on va voir maintenant les 4 ressources énergétiques qu'on peut puiser dans la lithosphère, donc dans le sol. Il y en a 4. Premièrement, les combustibles fossiles, ensuite la biomasse, le nucléaire et la géothermie. Donc, premièrement, les combustibles fossiles, que ce soit le gaz naturel, le charbon ou le pétrole, c'est une ressource qui est non renouvelable, qui prend des millions d'années à créer et qui dégage beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, vous devez connaître les avantages et les inconvénients de chacune des ressources énergétiques, mais celle-là particulièrement libère beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ensuite, on a la biomasse, bio qui veut dire vivant, donc on va utiliser des organismes qui étaient vivants, qui sont maintenant morts, comme le bois, de la sciure de bois principalement, des excréments d'animaux, on peut utiliser le compost, des biogaz qui proviennent d'animaux justement vivant sur une ferme, comme on peut le voir ici. Ici, on voit une fournaise à granulés de bois, donc on va utiliser ça pour faire de la chaleur. Et comme dans la majorité des systèmes de production d'électricité, la chaleur va servir à faire bouillir, chauffer de l'eau. Cette vapeur d'eau-là sous pression va servir à faire tourner les pales d'une turbine qui va faire tourner une génératrice et qui va produire de l'électricité. On a également l'énergie nucléaire. Donc, on va aller chercher l'uranium, on va utiliser l'énergie dans son noyau grâce à la fission nucléaire et avec cette énergie-là, on va chauffer de l'eau encore une fois pour faire fonctionner la turbine et la génératrice pour produire de l'électricité, comme vous pouvez le voir ici dans cette centrale nucléaire. La dernière forme d'énergie qu'on peut tirer de la lithosphère, c'est la géothermie. On va aller chercher la chaleur qui est présente dans le sol. C'est pas partout qu'on peut utiliser cette chaleur-là. C'est surtout dans les régions où on a des plaques tectoniques qui vont se rencontrer, des fissures dans les plaques tectoniques, et on va aller chercher l'énergie thermique qui est dans le sol pour soit chauffer des maisons, soit produire de l'électricité. Ici, on peut voir une centrale géothermique. Ensuite, on passe à l'hydrosphère, qui est l'eau retrouvée sur notre planète. On a appris ce qu'était un bassin versant. Un bassin versant, c'est un territoire sur lequel toutes les eaux recueillies vont s'écouler vers un même endroit.
La limite du bassin versant est définie par des frontières naturelles qu'on appelle des lignes de crête, qu'on peut voir ici, ou des lignes de partage des eaux, qui sont souvent justement les crêtes des montagnes et qui font que l'eau qui va tomber, une gouttelette d'eau qui tomberait ici, s'écoulerait dans ce bassin versant, plutôt qu'une goutte d'eau qui s'écoulerait de l'autre côté de la ligne de crête, s'écoulerait dans un autre bassin versant. L'eau va s'écouler toujours de l'amont, donc du haut, vers le bas, vers l'aval, des plus petits cours d'eau, ruisseaux, vers les rivières, vers les fleuves et va finir dans un océan. On va aussi avoir des sous-bassins versants, donc des petits bassins versants qui vont faire partie d'un plus gros bassin versant et ainsi de suite. C'est grâce à la gravité que l'eau va se déplacer dans un bassin versant, je répète, du haut, donc de l'amont vers le bas, l'aval. Et donc, il peut y avoir plusieurs impacts des activités humaines dans un bassin versant. La déforestation est un exemple d'activité humaine qui a un grand impact sur les eaux de surface qui vont ruisseler beaucoup plus facilement et entraîner plus d'érosion, entraîner plus de sel ou de contaminants dans l'eau. L'urbanisation aussi est un autre exemple d'impact d'activité humaine. Si les humains se mettent à construire des usines, peu importe, des maisons, ben ça va avoir beaucoup de rejets toxiques qui vont se retrouver dans les eaux des bassins versants et qui vont venir s'accumuler du plus petit ruisseaux, comme je vous disais, rivières, vers les plus gros. Et donc, on va avoir une accumulation dans le bas du bassin versant. Exemple, dans l'océan, il y aurait une accumulation de plusieurs produits toxiques dus à l'activité humaine. Ensuite, toujours dans l'hydrosphère, on a vu la salinité de l'eau, qui est la mesure de la quantité de sel qui est présente dans les eaux sur notre planète, qui est causée principalement par l'érosion de la lithosphère qui entraîne des sels dans les eaux justement sur notre planète. On distingue 3 types d'eau à la surface de notre planète. On a l'eau douce, qui a une concentration inférieure à 1 g par litre. On a l'eau salée. En passant, l'eau douce, on la retrouve dans les lacs, les rivières. L'eau salée, qui a une concentration supérieure à 10 g par litre, qu'on retrouve dans les mers, les océans. Et on a, entre les deux, on a l'eau saumâtre, qui a une concentration intermédiaire entre 1 g et 10 g par litre. Et on la retrouve, celle-là, dans les embouchures de fleuves, donc les deltas, les estuaires, où on va avoir le mélange de l'eau douce qui va venir rencontrer l'eau salée. La salinité va varier selon l'endroit où on se trouve sur la planète, puis la profondeur des eaux, mais en moyenne, la salinité sur la planète des océans est de 35 g par litre. Donc, quelques fun facts sur l'eau salée. L'eau salée a une plus grande masse volumique que l'eau distillée ou l'eau pure parce qu'elle a à l'intérieur des sels qui y sont ajoutés. Elle a un point de fusion plus bas que l'eau distillée et un point d'ébullition plus haut. Elle conduit bien l'électricité et elle peut dissoudre une plus petite quantité d'oxygène versus l'eau pure, l'eau distillée. Et donc, pour finir cette section sur l'hydrosphère, on a les ressources énergétiques de l'hydrosphère. Il y en a 3 en fait, l'hydroélectricité, l'énergie marémotrice et l'énergie marée thermique. On commence avec l'hydroélectricité. Vous pouvez voir sur l'image juste ici, 2 types de barrages, 2 types de centrales, pardon. Il y a la centrale à barrage, comme on peut voir ici, dans la baie James. Et sinon, on a de l'autre côté une centrale au fil de l'eau. Donc, dans les 2 cas, on utilise l'énergie hydraulique, qui est l'énergie mécanique de l'eau. On va faire se déplacer l'eau, faire tourner la turbine, qui va entraîner la génératrice aussi dans un mouvement de rotation et qui va créer de l'électricité. Donc, énergie hydroélectrique, très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Vous devez connaître aussi les autres avantages et inconvénients de ce type de centrale. Ensuite, l'énergie marémotrice. Vous allez voir ici, il y a deux types. On peut voir les hydroliennes pour commencer. On va aller placer ça dans les fonds marins où il y a des grands courants marins. Donc, ça ressemble à une éolienne, mais qu'on va aller placer sous l'eau. Ça, c'est une hydrolienne prête à être installée. Et ici, on les voit placées sous l'eau. Un des désavantages ici, c'est que ça peut être dangereux pour les animaux qui vivent sous l'eau, donc qui peuvent être broyés, là, pardonnez-moi de vous dire ça, mais ça peut arriver par les hydroliennes en mouvement. Ça peut être aussi difficile d'aller réparer les hydroliennes vu que c'est sous l'eau. Donc, mais un avantage, c'est que ça dégage très peu de gaz à effet de serre et que c'est basé sur une énergie qui est renouvelable. Donc,
on continue toujours dans l'énergie marée motrice. On peut aussi utiliser le mouvement des marées qui sont causés par la Lune et le Soleil, donc la force gravitationnelle de la Lune et du Soleil, qui vont venir faire monter et descendre le niveau de l'eau. Donc, vous pouvez voir sur l'image ici, une centrale marée motrice qui utilise l'augmentation du niveau de l'eau et la baisse du niveau de l'eau pour produire de l'électricité. On voit les turbines au repos et les turbines qui sont en fonction quand le niveau de l'eau monte ou descend. Donc, également, très peu d'émissions de gaz à effet de serre. S'assurer de bien comprendre les marées, à quel moment ça va monter et à quel moment ça va descendre. C'est une énergie qui est renouvelable aussi. Et le dernier type d'énergie, l'énergie marée thermique. Donc là, on va utiliser thermique, ça veut dire la température. On va utiliser les différences de température entre l'eau de surface et l'eau de profondeur pour venir créer de l'électricité avec ça. On peut voir ici sur l'image une centrale à énergie marée thermique. Oh non, j'avais oublié, il restait toujours dans l'hydrosphère la circulation océanique. Donc la circulation océanique, c'est le mouvement de l'eau en fait sur notre planète. Dans les océans principalement. Et donc, il y a deux types de courants. Il y a les courants de surface, donc qui sont à la partie extérieure, je pourrais dire des eaux, la partie supérieure. Et il y a les courants profonds, qu'on appelle aussi les courants de densité. Donc, si je commence avec les courants de surface, on va voir sur l'image ici, les courants de surface sont causés par deux facteurs. Par le vent, donc il y a le vent qui va venir faire bouger cette eau en surface. Et il y a la force de Coriolis. La force de Coriolis, c'est le fait que la planète Terre bouge, tourne en fait, et elle va entraîner, quand on regarde dans l'hémisphère sud, elle va entraîner l'eau à se déplacer vers la droite, donc dans le sens horaire, et dans l'hémisphère nord, dans le sens anti-horaire, vers la gauche. Donc ça, c'est la force de Coriolis. Et les vents, les deux ensemble, vont être les deux facteurs qui vont faire l'eau à la surface se déplacer, ce qu'on appelle les courants de surface. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est le Gulf Stream ici. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir plus précisément le Gulf Stream. C'est un courant qui part du golfe du Mexique ici et qui entraîne l'eau chaude vers l'Europe ici et le nord de l'Amérique. Nous, on a par contre le courant du Labrador ici qui vient amener de l'eau froide, qui vient un peu nous empêcher de profiter de cet apport de chaleur. Mais on avait parlé de Lisbonne au Portugal. Pour une même latitude, on va voir que le climat est vraiment différent, plus chaud au niveau de l'Europe de l'Ouest ici que dans l'Est du Canada. Donc le Gulf Stream, c'est un courant de surface, je répète, qui va entraîner la chaleur du golfe du Mexique vers le nord de l'océan Atlantique ici, près de l'Europe et du Canada. Donc voilà, courant de surface super important qui va revenir à l'examen. Le deuxième type de courant qu'on connaît, c'est les courants de densité ou les courants profonds. Donc là, il va y avoir d'autres facteurs qui vont venir influencer ces courants-là, et ce sont la salinité et la température. Donc on peut le voir ici sur l'image. J'adore cette image-là d'ailleurs d'Alloprof. On va voir que l'eau qui est plus froide et qui a une plus grande salinité va avoir tendance à plonger vers les fonds marins, alors que l'eau qui est plus chaude et qui a une plus petite salinité va avoir tendance à être plus élevée dans les océans, donc moins en profondeur. Pourquoi? Parce que l'eau qui est plus chaude a une plus petite masse volumique et l'eau qui a une plus faible salinité également a une masse volumique plus faible, alors que l'eau qui est plus salée ici et plus froide va plonger vers les fonds marins parce qu'elle a une plus grande masse volumique. Ce qui est intéressant dans cette image-là, on peut s'imaginer que l'eau arrive de l'équateur, donc l'eau qui est plus chaude, moins salée, et lorsqu'elle arrive près de la formation d'une banquise. Ça, c'est intéressant. La banquise, en se formant, on se rappelle, va laisser derrière elle les sels. Donc, ça va être fait d'eau saumâtre, de salinité moyenne, mais assez faible, je dirais. Donc, il va y avoir beaucoup de sel autour de la banquise qui vient tout juste de se former. Donc, cette eau qui va être plus froide et donc plus salée va avoir tendance à replonger et à continuer comme ça la boucle de courants profonds. Donc, je trouvais que cette image-là était intéressante pour parler des courants profonds, je répète, qui fonctionnent grâce à deux facteurs. La salinité. Plus c'est salé, plus la masse volumique est grande, plus ça va plonger vers les fonds. Et la température. Plus la température est basse, donc plus l'eau est froide, plus l'eau va également plonger vers les fonds.
Maintenant, pour la troisième portion de notre univers Terre et Espace, on étudie aussi l'atmosphère, donc qui est la couche d'air, comme je vous disais plus tôt, qui entoure notre planète. On va voir le sujet qui s'appelle l'effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui permet, parce qu'en fait, il y en a deux, il y a l'effet de serre naturel, je commence à vous parler de ça, mais ensuite, je vais vous parler de l'effet de serre renforcé. Donc l'effet de serre naturel, c'est le principe par lequel notre planète peut garder l'énergie émise par le Soleil grâce à des gaz à effet de serre qui sont présents normalement dans l'atmosphère. S'il n'y avait pas justement ces gaz à effet de serre naturels-là, il ferait environ moins 18 degrés Celsius sur la planète. Donc, il ferait vraiment très, très froid, alors qu'en ce moment, la température moyenne est de plus 15 degrés Celsius sur la planète. Donc, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer ça avec une image. En gros, l'effet de serre, voici. L'effet de serre naturel, là, je commence à vous parler de ça. C'est, premièrement, il y a des rayons du soleil qui vont traverser l'atmosphère, on peut le voir ici. Et il y en a une partie qui vont être déviées vers l'espace, mais une grande majorité va passer au travers, va venir atteindre notre planète. Ensuite, la surface de la Terre, elle, va absorber l'énergie solaire et la température va augmenter. Une fois que le sol va être réchauffé, on peut voir au numéro 4 ici, que le sol va émettre des rayons infrarouges, donc de la chaleur vers l'atmosphère. Il y a une partie de ces rayons infrarouges qui va traverser l'atmosphère, on le voit au numéro 5, et traverser l'espace. Mais en numéro 6, c'est ce qui nous intéresse, l'effet de serre est plutôt reconnu ici, ou identifié ici, c'est qu'une partie des rayons infrarouges va rester emprisonnée dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est la couche en grise ici qui entoure notre planète. C'est ça qui va faire augmenter la température à la surface de la Terre. Et donc, il y en a des GES normalement présents sur la planète. Les gaz à effet de serre, les 4 principaux, c'est le H2O en vapeur, donc la vapeur d'eau, le CO2, gaz carbonique, le méthane, CH4, et l'oxyde de diazote, N2O. Donc ça, c'est les 4 gaz qui sont naturellement présents. Mais là, ce qui arrive avec l'effet de serre renforcé, c'est que à cause de l'activité humaine, on va avoir plus de GES qui vont être présents dans l'atmosphère. Donc, l'effet de serre renforcé, c'est une augmentation de la température de notre planète à cause du fait qu'il y a de plus en plus de gaz à effet de serre produits principalement par la combustion de combustibles fossiles avec tout ce qui est transport, les voitures, les avions, les centrales thermiques aussi, centrale au charbon, peu importe, où on va brûler des substances pour créer de l'électricité, on va libérer beaucoup de gaz à effet de serre, nous les êtres humains. Donc, c'est nous qui sommes responsables de l'effet de serre renforcé. Et là, ça amène la présence de 3 gaz à effet de serre de façon plus importante, je vous dirais, dans l'effet de serre renforcé. Il y a beaucoup plus de CO2 à cause de l'humain, beaucoup plus de méthane et beaucoup plus d'oxyde de diazote. Donc, je vais vous les écrire ici en bas. CO2 principalement, méthane, CH4, et l'oxyde de diazote, N2O. Donc, avec ces gaz à effet de serre, ces 3 principaux gaz à effet de serre qui sont augmentés de beaucoup par notre activité humaine, ça a des impacts, tout ça, sur notre planète. Donc, ça augmente le réchauffement climatique, ça augmente la fonte des banquises et des glaciers, ce qui va faire augmenter le niveau de la mer. Ça va même perturber aussi des écosystèmes, donc des animaux, des espèces animales ou des espèces végétales qui existent sur notre planète Terre, qui vont devoir soit s'adapter ou mourir avec ces changements climatiques-là. Et ça peut amener également des périodes de sécheresse importantes. Donc, voici pour l'effet de serre. Et donc, pour terminer cette vidéo résumée du chapitre sur la Terre et l'espace, il nous reste juste à voir les ressources énergétiques maintenant qu'on peut retrouver dans l'atmosphère. Donc, on peut aller tirer de l'atmosphère l'énergie émise par le soleil, donc l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. On va commencer par l'énergie éolienne. En fait, le vent, vous devez savoir, c'est le mouvement de masse d'air dans l'atmosphère. On va pouvoir implanter donc des éoliennes, pas n'importe où. Il faut penser à l'endroit où on va venir installer nos éoliennes, à un endroit où il y a beaucoup de vent, parce que sinon, ça ne servirait absolument à rien. Donc, on va utiliser l'énergie mécanique, qu'on appelle éolienne. C'est le mouvement de l'air qui va venir faire tourner les pales ici de notre éolienne pour produire à l'intérieur de l'électricité grâce au même système qu'on a vu ailleurs, turbine génératrice. Ça a des impacts sur l'environnement, bien sûr. Il y en a qui trouvent ça laid, donc ça peut être considéré comme une pollution visuelle, ou ça peut même être... il y en a qui trouvent que ça fait beaucoup de bruit, alors c'est considéré comme de la pollution sonore également. C'est sûr que ça dépend de la météo, donc c'est une
ressource énergétique qui n'est pas très fiable, qui va varier selon si on a du vent ou non. Et il y en a aussi qui vont dire que ça peut avoir des impacts sur les écosystèmes, les animaux. Il peut y avoir des blessures, des oiseaux qui vont frapper les pales de l'éolienne. Donc, ça peut être dangereux pour ça aussi. Je vous laisse donc, bien sûr, étudier les différents avantages et inconvénients des éoliennes. Et la dernière forme d'énergie qu'on peut aller tirer de notre atmosphère, ça va être l'énergie solaire. Donc, on sait qu'il y a une partie du rayonnement solaire qui atteint notre planète Terre et ça va être utilisé, cette énergie qu'on appelle soit rayonnante ou lumineuse ou même l'énergie solaire, pour créer de l'électricité. Donc, je vous montre une image d'un panneau solaire photovoltaïque. Et aussi, ça pourrait être utilisé, il y en a certaines maisons qui utilisent seulement pour le chauffage. Donc, il y a différents types de panneaux. Ici, je vous montre les panneaux photovoltaïques qui, eux, servent à créer de l'électricité. Donc, on va capter les rayons du soleil et transformer tout ça en électricité. Ça aussi, c'est une ressource, l'énergie solaire, qui varie en fonction de la météo, donc qui dépend de la météo. S'il n'y a pas de soleil, ben, ça va être plus difficile de produire de l'énergie électrique, donc c'est une énergie d'appoint. Souvent, il faut avoir une autre forme d'énergie pour créer de l'électricité. C'est sûr que ça prend... ça pourrait être considéré comme polluant parce que ça prend certains minéraux pour faire la construction de ces panneaux photovoltaïques. Donc, aller chercher ces minéraux-là dans le sol, ça peut être considéré comme un désavantage. Ça peut amener aussi du déboisement parce qu'on va vouloir implanter ça à certains endroits. Donc, ça peut avoir un impact sur la biodiversité. Par contre, ça libère peu de gaz à effet de serre, sauf pour l'installation des panneaux solaires. Donc, voilà quelques avantages et inconvénients des panneaux solaires. Garde en tête que c'est renouvelable, par contre, comme énergie. Ça, c'est très intéressant. Donc, on aura toujours la lumière du soleil. C'est une ressource qui ne nous quitte pas. Donc, ça conclut, tout le monde, la vidéo de révision sur Terre et Espace. J'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite un bon succès pour votre examen.